devant nous, est-ce que cette motion est recevable? Donc, c'est l'Assemblée plénière qui doit décider. Alors, si en ce moment-là, on constate qu'il y a maintenant des députés, pour des raisons qui leur sont propres, viennent retirer leur signature en se disant, oui, mais on m'a induit en erreur, etc. Bon, maintenant, la motion de censure sombre, à ce moment-là... Matata vous a-t-il convaincu? Pour sa gestion? Bien sûr. Bon, on reviendra là-dessus. Hein. Je pense que, je l'ai déjà dit un jour, le Premier ministre Matata est à sa place. C'est un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ce n'est pas, un saint, ce n'est pas un ange. Eh bien, il est là, il fait bien son travail. Ce que j'apprécie chez lui, c'est la modestie, la rigueur. C'est quelqu'un qui prend des décisions dures. La rigueur, selon une frange de la population qui ne rejoint pas les paniers de la ménagère, c'est ça le problème. Oui, mais écoutez, je ne connais pas un seul gouvernement au monde, M. Kachamou, qui distribue l'argent dans tous les ménages. Eh bien, le gouvernement fait son travail d'assainir l'environnement global du pays et de permettre à ce que chacun, là où il est, il puisse travailler et vivre du fruit de son propre travail. Très bien. Et donc, il y a des responsabilités du gouvernement qui sont là, mais il y a aussi chaque citoyen, chaque Congolais, là où il est, qui doit se battre, qui doit être son propre Dieu, Dieu de la Prométhée, pour essayer d'améliorer ses propres conditions de travail. Donc c'est tout à fait normal. Très bien. Jean-Marie Kassamba, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui reste à faire? Bon, ce qui a été fait, d'abord, c'est continuer le travail que Muzito avait déjà commencé. Par exemple, l'achèvement de ces processus de PPTE, le 13 milliards de dollars qui pesaient sur la tête de chaque Congolais, c'est fait, c'est entériné. Le sommet de la francophonie, qui était depuis une vingtaine d'années, c'est fait. La stabilisation du cadre macroéconomique. Parce que lorsqu'on lançait les billets à forte valeur élevée, les gens disaient qu'on devait tomber ipso facto dans l'inflation. Ben, Matata a géré tout ça un peu correctement. La sécurité à l'Est, grâce au gouvernement Matata, avec le ministre Chibanda aux Affaires étrangères, sous, on va dire, la supervision et coordination du président de la République, on est arrivé non seulement à stabiliser la situation, mais à faire changer le mandat de la MONUSCO. Oui. Aujourd'hui, il y a une force d'intervention qui est en place à l'Est, M23 en débandade. Tout ceci, c'est parce que Matata a pu travailler. Il est parti, il faut le rappeler, en tournée aux États-Unis, en France, et il est revenu de ses voyages, requinqué, félicité, ce qui n'a pas été le cas depuis longtemps de nos premiers ministres. Il faut rappeler, par exemple, que Muzito, pendant qu'il était Premier ministre, il n'a jamais fait, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur, des visites aussi importantes que Matata l'a fait. Donc, c'est pour dire qu'il a fait des choses qui sont significatives. Aujourd'hui, sur le plan, par exemple, des infrastructures, il injecte de l'argent frais, que ce soit pour les travaux de réhabilitation, pour l'agriculture. Bon, tout ceci est fait. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Mais beaucoup de choses. Vous convainc-il aujourd'hui? Il convainc beaucoup de gens. Il convainc non seulement les Congolais d'abord, parce que c'est des Congolais qui vivent un peu tout ceci au quotidien, mais il convainc surtout nos partenaires. Parce que la RDC était un canard boiteux depuis longtemps. On ne cotisait pas dans des organisations internationales. On a organisé le sommet de la francophonie. On va organiser le sommet du COMESA au mois de juillet prochain. On va présider le COMESA. On préside déjà la francophonie. Donc vous voyez que ça, c'est des choses qui puissent convaincre. J'écoutais le professeur Suban dire que c'était un Premier ministre qui affiche d'abord la modestie, qui il prend des décisions souvent graves. Hein, par exemple, ne pas payer la dette intérieure les yeux fermés, ça ne fait pas plaisir à beaucoup de gens, mais il le fait quand même. Même les membres de son propre parti, le PPRD, ceux qui bénéficiaient de largesse, faire payer des factures, tout ça. Matata a verrouillé tout ça. C'est pour ça que ça lui attire un peu de foudre, un peu de ses propres camarades. Mais il fait tous ces travaux-là en silence. Il travaille très tôt, il rentre très tard. Bon, ma foi, on verra ce que ça va donner comme résultat un peu plus tard. Quelle est la vision du Premier ministre Matata Ponyo? On suit cet élément. Augustin Matata Ponyo voulait sortir des sentiers battus pour former un gouvernement des technocrates à la place des politico-politiciens. Une décision courageuse, mais pas facile à exécuter à cause des ambitions politiques de chaque composante de sa famille politique.
la majorité présidentielle. Et la surprise était détail, car aux côtés des quelques personnalités connues du grand public quinois, pour avoir antérieurement dirigé des portefeuilles ministériels, l'opinion a découvert des illustres inconnus dans le gouvernement. Les attentes nombreuses et les commentaires allaient dans tous les sens. Pour les uns, c'étaient des érudits qui faisaient leur entrée aux affaires publiques. Et pour les autres, des vrais technocrates. Ceux qui exagéraient un peu les ont même taxés des surdoués. Selon plusieurs observateurs, l'espoir était donc permis avec la rigueur qui caractérisait le chef de cette équipe gouvernementale, jugé travailleur, discipliné et ponctuel dans certains milieux. Mais seulement la déception semble être grande lorsque l'on observe quelques technocrates dans leurs prestations à la tête des ministères qu'ils dirigent depuis bientôt une année. Dans certains ministères, la vision du Premier ministre peine à être intériorisée. Absence de vision personnelle et manque de créativité, au risque même d'obliger le chef du gouvernement de revoir ses choix. Cependant, loin d'être des surdoués, mieux des érudits, quelques membres de cette équipe gouvernementale font tout de même preuve de créativité dans leur secteur. Présents sur le terrain, ils appliquent la politique de proximité telle que recommandée par le président de la République, Joseph Kabila, et relèvent, tant soit peu, quelques défis majeurs à travers le pays. Nous y reviendrons avec force détail à l'étape du bilan d'une année du gouvernement Matata. Tshibangou Kalala, Matata Ponyo a-t-il opéré un bon choix? Vous savez, M. Katiamo, je n'aime pas beaucoup me prononcer sur les questions des personnes. J'ai beaucoup d'amis au sein de ce gouvernement. Je ne voulais pas parler de la valeur de chacun. Mais je considère pour ma part que le choix des personnes est très important. Et la qualité d'un chef se remarque par le choix de son entourage, des personnes qui l'entourent, de l'équipe qui travaille. Si vous choisissez mal vos collaborateurs, eh bien, on va vous faire un mauvais travail. Et si vous choisissez bien vos collaborateurs, eh bien, vous aurez une bonne équipe qui va vous faciliter la tâche. Je pense que le choix qui a été fait, pas par Matata seul, mais bien sûr, c'est toujours sur la supervision et le regard direct du président de la République, ils ont choisi des hommes et des femmes qui devaient faire ce travail-là. Et d'une manière, en principe, c'est un bon choix. Mais cela n'exclut pas que, après avoir vu le fonctionnement du gouvernement, les prestations des uns et des autres, qu'il y ait des corrections par-ci, par-là. Ce qu'on appelle le remaniement technique ou autre, etc. Avait-il besoin d'un gouvernement des technocrates aujourd'hui? Ça, c'est le choix. Ça, c'est le président de la République. C'est le domaine ultra réservé. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? C'est le domaine ultra réservé du président de la République. Vous êtes Congolais, vous pouvez répondre à cette question. Ça donne quoi aujourd'hui, le gouvernement des technocrates? Écoutez, je pense que dans une démocratie parlementaire, il faut, c'est vrai, faire appel aux technocrates, des gens qui ont une certaine compétence particulière dans leur domaine, mais il faut aussi une bonne dose politique. Parce qu'il y a des gens qui doivent rendre compte. Mais aussi des répercussions sur les terrains. Bien sûr, il faut qu'il y ait des gens qui ont cette habitude d'avoir des contacts avec la masse, des gens qui sortent du peuple. Parce que ce sont des élus. Le gouvernement, c'est un gouvernement qui est mis en place par des élus. Il est tout à fait normal qu'il y ait des acteurs politiques de premier plan au sein du gouvernement qui ont cette sensibilité populaire, qui sont en contact avec les masses. Et c'est très important. Donc il faut ce dosage, ce mélange, bien sûr des acteurs politiques qui sont là, mais aussi des technocrates qui amènent une certaine expertise au sein du gouvernement. Jean-Marie Kassamba, un ministre de ce gouvernement, nous pouvons les citer, il s'agit de Kinké Moulumba, a déclaré que c'est un gouvernement des surdoués. Oh, je dirais moi, pas tous, surdoués, parce que, à contrario de tous les gouvernements qui se sont succédés, Gizenga 1, 2, Mozitu 1, tout ça, qui étaient composés, il faut le dire, essentiellement des politiques. On les appelle des vertébrés. Et Dieu sait combien les vertébrés ont donné des résultats à la République. On va dire pas très brillants non plus, il ne faut pas se leurrer. Maintenant, ces vertébrés faisaient un peu une espèce de chantage. Hein, comme disait le professeur, on a la base, on est élu, on a une expérience de 30 ans, donc on peut faire de la politique et membre du gouvernement légitimement. Mais on a vu des résultats. Et il fallait quand même oser un tout petit peu aller au-delà des sentiers battus. Et c'est ce qui a été opéré comme choix
avec Matata. D'abord, Matata, il n'était pas attendu comme Premier ministre. Exactement. Il venait de faire un accident, beaucoup de gens ne voyaient pas dans sa direction. Et, surprise, c'est lui qui devient Premier ministre. Et je sais combien, quelques jours après, combien de tractations entre les états-majors, les leaders, hein, vous avez vu dans les images combien ils ont défilé dans les consultations, pré-consultations. C'est Mwando Simba qui était l'informateur. Donc les gens pensaient d'ailleurs que c'est Mwando qui pouvait être Premier ministre, ou c'est Kouegal, tout ça. Bon, finalement, ça n'a pas eu lieu. Et c'est Matata qui a fait un gouvernement, on va dire, avec beaucoup de dosages, recommandations, etc., mais essentiellement de technocrates. Mais non, ces technocrates, est-ce qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes? Il y a quand même, je veux dire, une bonne dizaine qui travaillent. Dans quel secteur ça ne marche pas? Une bonne dizaine qui travaillent. Vous prenez les affaires étrangères, ça fonctionne plutôt bien. Vous prenez l'économie, les finances, ça marche plutôt bien. La défense, même si la défense est sous la supervision du chef de l'État, ça fonctionne. Mais quand on regarde sur le plan, on va dire, des proximités, le social, sur le plan, on va dire, de l'agriculture, par exemple. Les Congolais ont besoin que leur agriculture soit gérée au quotidien, que les gens aient des semences et tout ça. C'est très important. Voilà. Ce sont des choses qui sont peut-être terre à terre. L'économie, par exemple, pour gérer le prix d'un piodi, du riz, tout ça. Ça, c'est un travail des ministres. La justice, par exemple. La justice, par exemple. La justice, il y a encore des sérieux problèmes dans notre justice. Donc, il faut que, au-delà, je veux dire, des choix technocratiques, il faut qu'il y ait des politiques, des ministres qui ont de l'empoigne, comme on dit, qui ont de l'empoigne, qui ont une certaine carrure. Parce que, à force de se dire technocrate, on est sous la direction de Matata Ponyo, technocrate lui-même, on a l'impression que tout le monde est technocrate et on n'a pas de politique qui puisse régenter les choses. Proposerez-vous un remaniement? Non, mais ce n'est pas moi qui propose. Je dis simplement, les Congolais, à un moment donné, auraient besoin peut-être de politiques, mais pas des politiques au sens ancien du terme. Hein. J'ai une base, peut-être base de Kinshasa seulement, parce qu'on a réalisé, même pendant les élections, que beaucoup de grands hommes, entre guillemets, politiques, n'avaient que des bases qu'à Kinshasa. Quand ils rentraient en province, ils font 2 jours, ils n'ont même pas là-bas une maison où dormir, et puis ils font 2 jours, ils achètent des voix, ils reviennent à Kinshasa. Cette fois-ci, il faut qu'on ait des gens qui sont à la fois des vrais politiques, mais qui ont des bases, et aussi des gens qui sont en harmonie avec le chef de l'État. Parce qu'on ne veut pas venir au gouvernement et vouloir faire sa propre politique. Parce qu'on est chef de parti, on fait sa propre politique. Donc, c'est un peu ces dosages-là qu'il faut maintenant faire avec peut-être un remaniement ajusté, pas trop bousculé non plus. Mais je ne dirais pas comme Kinke Moulumba que ce sont les surdoués, parce que quand on a les surdoués, eh ben, ils vous font des miracles partout. Ça n'a pas été le cas. Vous avez fait allusion tout à l'heure, pendant que Jean-Marie Kassama répondait, à la justice. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ce secteur-là? Non, mais parce qu'on a dit, on est sur le point, qu'est-ce qui a été fait? Je pense, M. Kachamo, quand vous prenez la devise de notre pays, il y a le mot justice. Donc la justice, c'est le fondement de la société, le fondement de l'état de droit. Si nous avons des problèmes dans ce secteur, comme Jean-Marie vient de le dire, eh bien, tous les efforts que nous faisons dans le pays, ça va sombrer. Mais il y a quand même une avancée dans ce domaine, à la suite de l'action du président de la République, qui a décidé de faire en sorte que la RDC devienne membre de l'OADA. Beaucoup de gens n'ont pas encore compris les avantages que notre pays et notre peuple retirent de cette adhésion. Parce que là, l'adhésion à l'AIDA contribue à la protection de notre peuple. C'est une décision stratégique, juste, qui a été prise par le chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, il faut être fou pour aller corrompre un juge congolais pour qu'il prenne une bonne décision, une décision en votre faveur. Vous êtes sûr? Parce qu'il n'a pas le dernier mot, du moins dans toutes ces matières qui relèvent du droit des affaires. Ça s'arrête au niveau de la cour d'appel. Eh bien, si vous n'êtes pas satisfait d'une décision rendue par l'une des cours d'appel de notre pays, vous allez à Abidjan. Une autre étape. Et à Abidjan, il y a 9 juges internationaux qui vont examiner la décision rendue par une cour d'appel du Congo. Eh bien, qui vont dire, écoutez, c'est bon ou ce n'est pas bon. Et je ne vois pas un seul Congolais qui va quitter Kinshasa, ou Matadi ou Mbujimaï pour aller à Abidjan, aller chercher 9 juges internationaux, aller les corrompre pour changer de décision. Et donc, c'est une très bonne décision qui a été prise par le chef de l'État. Et donc, on a résolu un grand problème avec l'adhésion à l'AIDA. Il faut voir, après un certain temps, comment tout ceci va fonctionner. Mais c'est une très bonne décision. Pour le reste, le fonctionnement de l'appareil judiciaire, comme Jean-Marie vient de le dire,
laisse encore beaucoup à désirer. Et ça demande qu'il y ait des